Bonjour à tous, bienvenue sur Nexus. Aujourd'hui, je reçois une jeune réalisatrice pour parler de son dernier film, Fenwick. On se rappelle tous de la séquence des Gilets jaunes en France qui a fait sortir des millions de personnes durant des mois pour lutter contre le déclassement social et le pouvoir totalitaire. On se rappelle aussi de cet épisode du Fenwick en janvier 2019 qui a été le moment de subversion symbolique parmi les plus forts du mouvement. Une jeune femme a voulu redonner vie à toutes ces paroles oubliées et brisées par les médias, par les politiques, par la justice et par les forces de l'ordre. Elle est là avec nous aujourd'hui pour nous partager l'histoire de son film et des témoignages qu'elle a recueillis. Mais avant de débuter cet entretien, je vous rappelle que Nexus ne vit que grâce à vous, les lecteurs. Nous sommes toujours sans pub, sans subvention et évidemment sans milliardaires pour nous censurer. Le dernier numéro disponible en kiosque est sur nexus.fr. Et pour ceux qui veulent sortir des écrans, nous retrouver pour ce grand moment, le Festival Nexus, les 27 et 28 juin prochains. Faites vite car les places sont bientôt en rupture. Le lien de la billetterie est dans la description. Et tout de suite, donc, j'ai le plaisir de recevoir Léna Ishkanian. Bonjour Léna. Bonjour, merci de l'invitation. Avec plaisir. Moi, j'ai vu passer ce bon dossier de presse engagé avec ce film Fenwick. Vraiment très bien fait. Alors, d'autant, je te dis bravo, parce que d'autant que tu fais ça toute seule. C'est un film engagé. Bon, c'est sûr que c'est pas pour les millions que tu as fait ça. C'est sûr. Pour partager des paroles qui ont été assez oubliées, brisées pendant ce mouvement des Gilets jaunes, qui pourraient reprendre vie aujourd'hui du jour au lendemain, vu ce qui se passe, parce qu'ils sont sortis à l'époque. L'essence était à 1,40 le litre, aujourd'hui on est plutôt à 2,40. Les gens n'ont jamais été autant en difficulté qu'aujourd'hui. On se rappelle du coup de ce mouvement comme un mouvement social qu'on a tous envie de revoir, parce que ça bat en plus de ce déclassement social aujourd'hui un pouvoir totalitaire sans borne. Donc tu as sorti ce film qui est diffusé depuis plusieurs mois, donc Fenwick. Tu as déjà plus d'une vingtaine, 27 projections débats dans toute la France. Tu fais ça avec tes petits moyens. Oui. Tu as 24 ans. Et je voulais, avec toi, aujourd'hui, parler de ce mouvement. Ça ne parle pas que des Gilets jaunes, tu me disais. Ça parle aussi de la colère sociale en général. En fait, l'idée, c'était vraiment de faire un état des lieux aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est ? Alors oui, 7 ans plus tôt, il y avait le mouvement des Gilets jaunes. Il y a des Gilets jaunes qui sont sortis. Donc, je voulais savoir quelles traces ça avait laissé sur eux, mais aussi faire un état des lieux, un bilan aujourd'hui, où est-ce qu'on est et quel est l'état de notre colère. Donc, du coup, moi, j'ai donné la parole à des Gilets jaunes, mais je voulais aussi donner la parole à des Français en colère qui, à l'époque, n'avaient pas rejoint le mouvement. Parce qu'il y a des gens un peu plus connus, comme Maxime Nicole, Fly Rider, qui était quand même une personne qui a beaucoup mobilisé et été visible, mais aussi des gens moins connus que tu mets à l'honneur dans ce film. Il y a combien de témoignages ? Il y en a 10, on en a rencontré 15, mais on a dû faire des choix, etc. Mais donc il y a 10 témoignages de personnes très différentes. Moi, je voulais des profils très différents. On a des retraités, on a des jeunes, on a des vieux, on a un CRS, on a... C'est intéressant ça. Voilà, je voulais vraiment avoir tout type de témoignages. Et du coup, on a rencontré tous ces gens. On était 4 jeunes professionnels du ciné. On a loué un camion aménagé. Et en fait, on est parti à l'aventure. On a rencontré tous ces gens. Donc, il y avait des gens qu'on avait prévu de rencontrer, que j'avais eu au téléphone avant, etc., qui m'avaient contacté suite aux appels à témoignages que j'avais balancés un peu de partout sur les réseaux sociaux. Et des gens pendant le tournage, qui se sont rajoutés, qui ont vu la caméra et qui ont envie de prendre la parole. Ouais. Et donc, c'était des moments très forts et les gens avaient envie de prendre la parole. On leur donne pas assez, à mon avis. Il y a un vrai... Non, mais je me rends compte, même nous, dans le média Nexus, dès qu'il y a possibilité pour les gens d'exprimer une colère, une souffrance sociale qu'ils n'ont pas la possibilité de partager dans leur environnement, il y en a beaucoup qui saisissent cette occasion pour déjà se délester d'un poids. C'est clair. Et je pense que pour ceux qu'on a rencontrés, ça a été aussi ça a eu, je pense, un effet assez thérapeutique pour eux de prendre la parole. Moi, je voulais vraiment, ma démarche, c'était de leur laisser un maximum d'espace possible
pour qu'ils s'expriment. Donc je voulais qu'ils se sentent libres de dire ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ressentaient. Et le fait que j'ai fait ce film de manière indépendante, donc sans financement institutionnel, sans producteur, etc., je pense que ça leur a permis d'avoir confiance, tout simplement. Surtout les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, j'ai eu du mal à trouver des gens qui voulaient parler. Pourquoi ? Parce qu'une défiance envers les médias, une défiance envers... en fait, le traitement médiatique a été tellement dégradant pour eux qu'ils sont très méfiants et ils ont raison. Donc du coup, j'ai dû leur montrer que j'avais de très bonnes intentions et que je voulais pas diriger les interviews dans un sens ou dans un autre. Et donc voilà. Donc j'ai trouvé des gilets jaunes beaucoup plus difficilement que des gens, des Français en colère qui voulaient prendre la parole. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce film ? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? Parce qu'à l'époque des Gilets jaunes, tu avais 24 ans aujourd'hui, tu avais 16 ans. Ouais, j'étais très jeune, ouais. Alors, est-ce que tu étais déjà engagé à l'époque ? Non, ou pas du tout. Qu'est-ce qui t'a amené à cette question sociale ? Je pense que je suis très anxieuse du climat politique actuel. Et ce que je dis souvent, c'est que moi, tendre le micro, c'était ma manière à moi de hurler. Ouais. C'est-à-dire que je suis tellement effrayée par l'état du débat aujourd'hui, dans les médias, mais aussi entre nous. C'est-à-dire que moi, je vois autour de moi, avec mes amis, par exemple dans le milieu du cinéma, des gens plutôt de gauche, mais en fait gauche-droite aujourd'hui, pour moi, ça ne veut plus rien dire, mais il y a vraiment une fracture entre les gens n'arrivent plus à parler, les gens n'arrivent plus à s'écouter, les gens n'arrivent plus à débattre, il n'y a plus de débat, et le nombre de gens qui me disent moi je suis de gauche et je veux pas être assis à la table de quelqu'un qui vote à droite, je trouve que à ce moment précis, on a déjà perdu quelque chose et qu'on ne pourra pas avancer comme ça. Et donc moi, vraiment, ce que j'explique au début de chaque projection, et en général, ça s'adresse souvent aux militants, parce qu'en fait, les militants, que ce soit de gauche ou de droite, ça les déstabilise un peu ce film, parce qu'ils entendent des discours qui ne vont pas dans leur sens, ou en tout cas avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Et du coup, ils ont parfois des réactions après en débat un peu virulentes. Et en fait, c'est un vrai exercice pour les gens qui militent et donc qui sont toujours entourés des mêmes discours, ou en tout cas qui ont besoin d'être rassurés. Oui, ils sont dans un entre-soi intellectuel. Exactement. Ils ne se confrontent pas au point de vue opposé. Et ils ont l'impression de détenir la vérité parfois. Et donc l'exercice de ce film, c'est juste de s'asseoir et d'écouter l'autre, tout simplement. Et j'ai souvent des retours sur le film, un retour qui me fait vraiment plaisir, et pour moi c'est la meilleure des récompenses. De souvent on me dit, en fait tous tes témoignages ils sont très différents, et c'est fou parce que j'arrive à trouver quelque chose qui me ressemble en chacun des personnages que t'as interviewés. Et ça, c'était un peu le sujet de mon film, et c'était ma démarche, c'était de dire, ok, en fait, dans ce film, on va pas vraiment parler d'idées politiques à proprement parler. On est déjà assez saturé dehors de politique, de partis, de programmes, etc. Moi, mon film, j'ai voulu le centrer sur l'émotion, vraiment. C'est-à-dire que dans mes interviews, on parle de sujets globaux, mais on parle pas vraiment de politique à proprement parler. Et moi, l'émotion, je voulais aller la chercher, l'émotion de la colère, mais aussi, en fait, dans les témoignages, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup d'amour. Et je pense que c'est le point de convergence entre tous ces personnages-là et entre tous les gens qui souffrent aujourd'hui. Alors, on peut être en colère pour des facteurs différents, mais en tout cas, cette colère-là, elle peut nous aider à trouver une cohésion nationale. Ça peut fédérer beaucoup de gens. Mais si tant est qu'on puisse comprendre qui sont les adversaires des Français aujourd'hui et de leur liberté. Absolument, absolument. Est-ce que c'est un point que tu as pu aborder dans ton film, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a en face de nous ? Qu'est-ce qu'on a en face de toutes ces personnes-là ? Est-ce qu'on a un adversaire commun ? Est-ce que les gens peuvent se fédérer autour d'un même combat ou pas ?
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de prendre conscience de ça. Moi, tous les témoignages que j'ai eus, c'est quand même des gens qui ne croient plus en notre système démocratique actuel. Donc il y en a pas mal dans le film qui ne votent plus, ou en tout cas qui ne se sentent plus représentés par des politiques, par des partis politiques. Et j'ai vraiment ressenti, que ce soit dans les témoignages, pendant le tournage, et ensuite dans les débats, après les projections, que beaucoup ressentent la nécessité aujourd'hui de participer plus à la vie politique. Donc il y a toute la question du RIC, etc., qui vient aussi des Gilets jaunes. Mais en tout cas, il y a un vrai besoin, il y a une vraie envie, mais encore faut-il leur laisser. Et aujourd'hui, le système est fait que on n'est pas souverain, et que pour l'instant, on est obligé d'être représenté par des gens qui ne nous représentent pas et qui ne nous ressemblent pas. On peut pas le dire mieux, hein. D'ailleurs, avec Étienne Chouard, qu'on Oui. reçoit souvent pour parler de la Constitution et de ce vol démocratique, c'est le point de départ du constat. C'est que les gens qui nous représentent pas, et on maintient les gens dans ce faux climat de démocratie pour continuer à faire un vol à des libertés. Absolument. Mais alors, toi, qu'est-ce qui a fait que tu as été touché par cette réalité-là? Tu disais tout à l'heure, c'est une façon pour moi de créer ma colère. De hurler Ta colère. Pourquoi est-ce que tu as cette colère? Est-ce que toi-même tu es touché par la situation politique en France? Bon, tu es assez jeune, mais en même temps, à 24 ans aussi, la réalité sur l'avenir. Hein, voilà. Qu'est-ce qui a fait que ça a eu un moment donné où tu t'es investi cette tâche-là qui n'est pas forcément très commune chez les 18-25 ans, parce que généralement on profite de la vie, et que tu t'es mis dans un engagement aussi prononcé et d'avoir voulu faire ce film? Je pense qu'il y a plusieurs choses. En réalité, déjà, moi, je viens de Saint-Étienne, donc ça paraît anodin, mais en fait, Saint-Étienne, c'est une ville très pauvre, il y a beaucoup de misère. Et en fait, c'est un peu une ville abandonnée, et je pense que... Oui, je trouve. Il y a combien d'habitants à Saint-Étienne? Ouh là là, je sais pas du tout, 300 000, je crois, quelque chose comme ça. C'est une grosse ville. Oui, grosse ville. Parce que tu m'apprenais avant, c'est une vraie ville ouvrière, prolétaire. Bien sûr. Qui est restée avec... j'imagine qu'il y a un vrai gap économique entre Saint-Étienne et d'autres villes de France, d'autres grosses villes de France. Bien sûr, mais c'est une ville abandonnée, et moi, même si je viens pas d'un milieu pauvre, en bas de chez moi, c'est un peu la misère. Et en tout cas, après mon bac, j'ai fait des études, j'ai voulu faire Sciences Po, j'y suis pas arrivée. Ensuite, j'ai voulu travailler dans la mode. Donc, j'ai un peu travaillé à la mode à Paris. C'est un milieu que j'ai détesté, que j'ai trouvé mais tellement superficiel, tellement parisien, tellement codifié, et qui est tellement en dehors des réalités que, bon, je me suis dit, moi, c'est pas pour moi, donc je vais essayer de faire autre chose. Ensuite, j'ai intégré une formation en pub, donc je voulais faire de la création publicitaire. Donc c'était vraiment que de la créa, etc. Je suis rentrée dans une agence de publicité, une grosse agence, pour dire le nom, Publicis. J'ai détesté, évidemment, mais je ne savais pas pourquoi je n'étais pas à ma place. Les rapports humains? Alors, les rapports humains, et j'ai travaillé avec des grosses marques. C'était très court parce que je ne suis pas restée longtemps, mais j'étais sur des pubs pour Volkswagen, sur Samsung, etc. Je voyais les budgets passer, je trouvais ça indécent. Et voilà, t'es dans le cœur du système. Ah, mais je suis dans le cœur du système, et pour moi, ça fait tellement non-sens de travailler pour eux, de mettre ma créativité, mon énergie à leur service, que mon corps, à l'époque, moi, je fais confiance à mon corps et à mon instinct. Ça m'a toujours guidée. Et en fait, au bout de genre 1 mois et demi, je dormais plus, je mangeais plus, et j'ai dit stop. Je rentre à la maison, je rentre à Saint-Étienne, on va voir ce qu'on va faire, mais la pub, c'est pas pour moi, quoi. C'est l'ancien monde, en fait. Ouais. Et donc... je suis rentrée à Saint-Étienne, grosse crise existentielle comme pas mal de jeunes en fait, qui se posent des questions. Et là, j'ai fait une expérience, je pense, qui a été très révélatrice. C'est que j'ai poussé les portes de Emmaüs. Voilà, je suis rentrée en tant que bénévole, et j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais pu rencontrer dans mon quotidien. Donc des gens qu'on aide, qui viennent du 4 coins du monde. Et là, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire.
je veux mettre mes compétences en image au service de gens qu'on veut invisibiliser, qu'on n'entend pas et qui on donne pas la parole. Et donc après cette colère, je sais pas. En fait, je pense qu'il faut être fou pour pas être en colère aujourd'hui. En vrai, c'est-à-dire que tout est en train de s'effondrer, même si je suis jeune et que je suis censée être insouciante et faire la fête, etc. Mais en fait, je sais pas, je vais pas attendre qu'il y ait le feu dans mon salon pour sortir regarder ce qui... C'est un truc qui te préoccupe avec tes amis de ton âge ou tu te sens un peu seul par rapport à ces préoccupations ? Je pense que, alors, on est tous très anxieux, à vrai dire, autour de moi, mais on le gère différemment. J'ai beaucoup de potes qui vont très mal. Le taux de suicide et de dépression chez les jeunes, il explose et c'est pas pour rien. Il y en a beaucoup. Consommation de médicaments. De drogue, de tout. Il y en a beaucoup qui essaient de mettre juste des œillères et faire leur petit train-train, leur petite vie. Ouais, voilà. Mais c'est très compliqué de gérer ça et je jette pas la pierre à personne. Moi, je pense que c'est juste que j'en avais vraiment besoin. Et ce film, il s'est fait très rapidement parce que j'ai eu une idée et il fallait que je la fasse dans les 6 mois. Je pouvais pas attendre d'avoir des financements, des trucs. En fait, il fallait le faire comme un coup de speed, quoi. J'en avais besoin. Tu l'as fait en 6 mois, ce film. 5 mois, tu m'as dit. 5-6 mois, ouais. Sur tes fonds ? Sur mes fonds, alors ça a été... Au début, j'avais trouvé un mécène qui voulait financer à hauteur de 10 000 euros. Donc j'étais contente, c'était pour le tournage, etc. Ça nous permettait de faire 8 jours de tournage bien avec le camion, une bonne caméra, etc. La veille du tournage, plus de réponse, pas d'argent sur le compte. Donc moi, j'avais avancé les sous. À ce moment-là, j'ai du coup dû faire une cagnotte en ligne. On n'a pas récupéré beaucoup d'argent. Et en fait... il y a eu un peu un cadeau du ciel, c'est-à-dire qu'il y a un avocat qui a entendu parler du film et qui m'a dit « Écoute, je t'envoie 8 000 euros, il me semble, 7 ou 8 000 euros. Ne mets mon nom nulle part. » C'est pas un avocat connu, mais juste... Il était engagé, voilà. Ça l'a touché. Ça l'a touché, il s'est dit, en fait... Comment il a eu l'info ? C'est les réseaux ? Ouais, les réseaux sociaux. Mais ça peut fonctionner. En fait, c'est fou parce que même les gens qui sont dans le système, entre guillemets, à la fin de notre appel téléphonique, avant de raccrocher, il m'a dit « Vive la Révolution !» Et en fait... Ça donne un peu de foi quand même en l'humanité. Mais carrément. Moi, ça m'a fait trop du bien de me dire « Ok, en fait, je suis pas seule. » C'est ça. Et donc, on a pu faire ce film, voilà. Et puis après, donc j'ai réussi à fédérer. Ça, je suis contente d'avoir pu ramener des gens sur ce projet, des jeunes, une monteuse, un étalonneur, voilà. Et on les a payés symboliquement. Ouais. J'aurais aimé les payer gracieusement, mais ils l'ont fait avec le cœur et ils savaient pourquoi ils le faisaient. Ils étaient contents d'être sur le projet. Alors, on va reparler de cet épisode Fenwick, parce que c'est le point de départ un peu symbolique. C'est 5 janvier 2019, tu le rappelles dans ton dossier de presse. Lors de l'acte 8, il y a ce fameux Fenwick, qui apparemment n'est pas... Un chariot élévateur. Un chariot élévateur d'une autre marque, mais c'est tombé dans le langage commun, mais bon. Et parce que Juan Branco l'a beaucoup médiatisé, par la suite conceptualisé comme un événement assez révélateur de ce moment de prise de liberté, parce que c'était non prémédité devant le ministère. Je ne sais plus, c'était le ministère. C'était le bureau de Griveaux, du porte-parole du gouvernement. Il y a ce chariot, ce Fenwick, peu importe, et puis apparemment il y a les clés dessus où ils arrivent à le faire démarrer. Puis il y a quelques types qui s'amusent à aller foncer dans les portes du ministère pour l'ouvrir. Et ils l'ouvrent. Donc là, Griveaux et compagnie, tout son cabinet, à mon avis, ils détalent comme des lapins parce que ils voient le peuple arriver, ils y pensent à 789, alors que c'est juste une bande de gosses, un peu entre guillemets, qui, dans un moment complètement imprévisible, d'euphorie, se permettent une petite liberté symbolique, une sorte de pied de nez, un bras d'honneur à ces institutions. Ça va pas plus loin parce qu'ils font rien en fait derrière. C'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas de violence dans ces mouvements, parce qu'ils auraient pu aller beaucoup. Pu rentrer. Ils étaient dedans quoi. Il suffisait juste de casser 2-3 vitres, 2-3 portes et de foutre un boxon pas possible. En fait non. C'était un énième avertissement.
C'était un énième avertissement. Et en fait, j'ai pris un peu comme point de départ cet événement-là parce que je le trouve d'une grande beauté. Déjà parce que c'est un outil ouvrier Oui, qui c'est vrai. défonce les portes d'un lieu de pouvoir. Je trouve ça magnifique. C'est tellement parlant, c'est tellement illustratif de la colère aujourd'hui, de la sauce qui monte. Et cette envie d'ouvrir les portes et de dire ok, en fait, il va falloir nous écouter les Gougos parce qu'on est en train de défoncer les portes et ça risque d'être violent entre guillemets. Et ça m'a posé aussi beaucoup de questions sur ok, en fait, ils étaient là et ils sont pas rentrés. Peut-être parce que déjà ils allaient se faire peut-être canarder dans tous les sens, ça allait être violent, mais aussi je pense que et ça a été un peu documenté, les gens qui y étaient, ils expliquent que ils se sentaient pas de rentrer parce que aussi on n'arrive pas à trouver la légitimité de rentrer et d'intégrer ces lieux de pouvoir dans lesquels en fait c'est les nôtres, hein, c'est un peu nos maisons, c'est à nous. On n'arrive pas à se projeter dedans. On n'arrive pas à se projeter dedans, quoi. Et on arrive au pied, et c'est encore un avertissement. Et je trouvais que la symbolique était très belle. Il faut rappeler que quelques semaines avant, il y avait le fameux épisode où les Gilets jaunes, en novembre 2018, étaient vraiment à quelques mètres de l'Élysée, que Macron était à 2 doigts d'être exfiltré, Ouais. et que les gendarmes là présents étaient en sous-effectif et ne pouvaient pas tenir si les Gilets jaunes avaient décidé d'intégrer, de rentrer dans l'Élysée. Ce qu'ils n'ont pas fait. Non, ils ne l'ont pas fait. Et moi, je regrette, parce que j'étais jeune à l'époque. Ah ouais, t'as quoi, 16 Comme ans? tu disais, ouais, 16-17 ans. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout à l'époque. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, à la géopolitique, à l'actualité, j'ai tellement regretté de ne pas avoir compris à ce moment-là et de ne pas avoir documenté, de ne pas y être allé sur les ronds-points, de ne pas avoir discuté avec ces gens, de ne pas avoir pris mon appareil photo. J'aurais trop aimé. Aujourd'hui, tu aurais fait ça, tu serais allé sur les ronds-points, Mais tellement. faire quoi, des reportages, donner Des la parole à ces reportages, gens? je pense que j'aurais été gilet jaune, à vrai dire. Et je pense que je leur aurais donné la parole à mon échelle, que ce soit avec un appareil photo, une caméra. En fait, je trouve que ce mouvement, en tout cas, comme je ne l'ai pas vécu, mais je me suis beaucoup documentée, c'était un mouvement très, très puissant parce qu'il est arrivé à faire rencontrer des gens qui ne se rencontraient pas, ou en tout cas qui ne se parlaient pas, des gens qui votaient à droite, à gauche, des désespérés, de tout en fait. Et ils arrivaient à parler. Et les ronds-points, c'était des vrais espaces de rencontres, de démocratie directe. Il y avait plein de débats, etc. Et Là où tu disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible de communiquer, les gens Ouais. sont en polarisation. mais bien sûr, C'est vrai que moi qui avais été dans quelques-uns de ces ronds-points, il y avait des espaces d'échange et de débat contradictoires, tout à fait sains. absolument. On ne Absolument. retrouve plus aujourd'hui. Qu'on ne retrouve plus. Et beaucoup de personnes à ce moment-là, pendant les Gilets jaunes, sont sorties de leur isolement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont rencontré des gens qui avaient les mêmes problèmes qu'eux. Ils ont pu comprendre que leurs problèmes ne venaient pas forcément du mec qui était à côté, mais plutôt ceux qui sont en haut. Et ça a créé beaucoup de fraternité. Et je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Ouais, les gilets jaunes, ça n'a rien donné, ça a servi à rien. » Alors, on peut le voir comme ça parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de loi, il n'y a pas eu forcément d'avancées législatives, etc. Mais je trouve qu'en fait, ils ont réussi un truc qui est ultra compliqué aujourd'hui, c'est de créer de la fraternité, tout simplement. Et moi, je le vois dans mon taf aujourd'hui, quand j'ai besoin, là... Que tu fais quoi aujourd'hui, toi? Eh ben, aujourd'hui, je défends mon film dans des projections voilà, qui sont... À fond, c'est 100% là? Alors, 100% à côté, je fais des missions freelance. Par exemple, pour Emmaüs, je fais de la communication, etc. Ça me permet de vivre. Mais là, je défends mon film dans des projections un peu de partout. Et en fait, quand j'ai eu besoin de diffuser mon film, je me suis pris des portes monumentales de tous les cinémas parce que j'ai pas de producteur, j'ai pas de distributeur.
et qui me voient arriver, 24 ans, un documentaire. Surtout un peu subversif comme ça. Un peu subversif. T'es allé voir des gros cinémas ? Mais j'ai envoyé des mails à tout le monde. Okay. À tout le monde. J'ai frappé. Des UGC, des pâtés, des. Mais j'avais aucun scrupule à les appeler. Puis moi, je lâche rien. Donc j'appelle. C'est intéressant de documenter aussi ça, parce qu'on sait qu'il n'y a aucune chance. Mais donc, au moins, ils te répondaient que. Bon. Beaucoup ne me répondaient pas. Et donc, quand j'ai commencé à voir que les portes ne s'ouvraient pas, j'ai passé pas mal. J'ai fait des vidéos sur Facebook en disant en fait, j'ai besoin d'aide là, aidez-moi. Et donc, j'ai commencé à créer une mini communauté des gens en fait, qui sont des anciens gilets jaunes ou des gens qui sont militants ou pas d'ailleurs. Et en fait, j'ai vu les réseaux gilets jaunes s'activer. Donc en fait, il reste encore quelque chose. Ils sont encore présents, ils sont en lien de manière nationale en fait. Et ils m'ont aidé à faire des projections. Donc à l'appui de collectifs gilets jaunes, d'associations, etc., les cinémas, ils étaient beaucoup moins frileux pour me projeter. Et donc j'ai pu avoir 25-30 projections, chose que j'aurais jamais pu avoir sans eux. Et des cinémas, j'imagine, plus indépendants. Ouais, absolument. Et on ne projette pas que dans des cinémas. Moi l'idée, c'est vraiment d'aller voir les gens là où ils sont. C'est-à-dire qu'un ciné, c'est cool, mais c'est quand même un peu élitiste, en vrai. Faut aimer aller au ciné, déjà. Et du coup, moi, très rapidement, je me suis dit, mais en fait, les cinémas, ils nous veulent pas, on fera sans. On va aller voir les gens dans les maisons de quartier, dans les lieux alternatifs, dans les universités, très important, mettre les jeunes dans la boucle, des hangars, des usines, n'importe en fait. Tant qu'on peut projeter le film et mettre du son, qu'est-ce qu'on en a à faire des cinémas en vrai ? Ouais. Et donc voilà, et il y a un mois, j'ai été invitée à Bandol dans une serre d'agriculteurs. Okay. Voilà, on a projeté dans une serre d'agriculteurs, donc il y avait une terrasse. Ça, c'est la vraie subversion. Ouais, mais je trouve ça magnifique. On était 40, 50 et on a eu un débat, et puis après on a mangé, et en fait on a recréé du lien, et voilà. Et finalement, c'est peut-être ça le plus important, c'est ce lien qui est perdu, cette fraternité dont tu parlais, que ce genre d'événement, de film, peut recréer, là où on l'a totalement perdu, parce que les gens défendent leur petit prix carré, leur petit combat social, alors que finalement, ce moment des Gilets jaunes, on l'a vu, tu le disais, ça rassemblait plein de gens sur les ronds-points autour d'idées communes, de combats communs, et ça a cette force aussi d'avoir ce genre de film. C'est même pas le film pour le film, c'est ce que ça va générer autour, et ce qui va permettre à chacun de pouvoir créer des réseaux, de reconsolider des choses, et de remettre du mouvement un peu dans tout ça. Absolument, et de fédérer. Et là, le plus gros challenge de ce film, c'est que jusqu'ici, j'ai été accompagnée par des gens qui sont déjà un peu convaincus, qui sont déjà un peu d'accord avec les autres, avec les gens qui sont dans la salle. Le vrai challenge, et j'ai pas encore de solution, c'est de ramener des gens qui sont sensibles à ces questions-là, mais qui sont pas encore qui arrivent pas forcément à mettre des mots sur leur colère. Et d'aller planter des graines chez les gens qui ne sont pas encore en mouvement, en fait. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que j'en viens à la question du diffuseur. Là, donc on a fait les cinés, on est sur la fin de la tournée. Mais là, moi, j'aimerais trouver un diffuseur, que ce soit sur Internet, sur YouTube, etc., qui puisse toucher un public encore plus large. Parce que je pense que ce film peut toucher vraiment un mec qui vote à droite, à gauche, un entrepreneur, un ouvrier. Le discours... C'est ça ton objectif avec ce film ? Ouais. En fait, le discours est tellement universel que je pense qu'il peut être... et il peut toucher vraiment tout le monde. Et que c'est comme ça qu'on arrivera à se lier les uns aux autres et à se reconnecter à nos réalités, en fait. Et donc voilà, c'est le prochain challenge. Donc je cherche un diffuseur. S'il y en a qui nous écoutent, qui veulent aider Léna, n'hésitez pas, parce que franchement, ça vaut le coup, c'est important. Et peut-être qu'il y aura comme cet avocat
Peut-être, ouais. discret qui t'a aidé, quelqu'un qui nous écoute qui pourra t'aider à diffuser le film à droite à gauche. Mais est-ce que du coup tu as été en contact avec Juan Branco qui lui a été extrêmement investi sur la question des Gilets jaunes et de cet épisode Fun Week et qui est l'un de ceux qui a armé intellectuellement beaucoup des militants. Est-ce que c'est un film que tu as pu lui présenter? Est-ce que tu as été en lien avec ces réseaux-là pour te permettre de toucher un plus grand nombre? Oui, Juan, on en avait déjà parlé. Moi, je l'ai rencontré à une conférence. Puis l'idée de ce film-là est arrivée après. Donc, je me suis rapprochée de ces gens-là. Je me suis rapprochée de Maxime Nicole. J'ai fait une projection à Paris qui a été une assez grande réussite, sans prétention. Mais on a eu Étienne Chouard, on a eu pas mal de journalistes, de médias indépendants, on a eu Christophe Détinger. En fait, je me suis rapprochée de tous ces gens-là qui m'ont permis de me documenter avant de partir en tournage et avant d'écrire le film en montage aussi. Donc effectivement, ça a été un appui pour me documenter. Et alors, le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas un sujet que je maîtrise totalement, parce qu'il faut des années pour maîtriser un sujet, mais effectivement, j'ai voulu me rapprocher de ces personnes-là qui ont vécu les choses de l'intérieur et qui l'ont très bien documenté, qui nous ont... Ça a été un peu un point de départ aussi, le travail de Juan et d'autres aussi sur le mouvement, je pense. Parce que toi, la finalité à travers ce film, ce serait quoi? Si tu pouvais espérer quelque chose de plus grand, ce serait que ça aboutisse à quoi? Moi, j'aimerais... Alors, personnellement, j'aimerais que ça me permette d'intégrer une équipe, parce que là, je fais tout toute seule, mais j'aimerais intégrer une équipe de journalistes, de réalisateurs, une boîte de prod un peu sensible à ces questions-là, indépendante, etc. Parce que là, je fais tout toute seule, mais je pense que j'ai besoin d'être prise en charge, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de faire les choses dans le collectif aussi. Et puis pour le film, moi, ce que j'espère, c'est que le plus grand nombre le voit. Vraiment, vraiment, parce que j'ai que des bons retours et j'ai l'impression que ce film fait du bien aux gens. Pourquoi? Parce qu'ils se reconnectent aux autres, parce qu'ils se reconnaissent dedans et parce que ça leur fait du bien d'écouter des discours différents. Ça leur fait du bien de comprendre qu'en fait, l'autre n'est pas méchant, qu'il a juste son expérience et qu'il est là où il est, en fait. Et que c'est un film très humain où il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Et je pense qu'on va sortir de cette crise avec beaucoup d'amour. Enfin, pour moi, je vois que cette solution parce que... Et beaucoup de... Ça manque beaucoup, ouais. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos, oui. beaucoup de dénonciations. C'est difficile aujourd'hui de dire qu'on n'est pas au courant et qu'on peut pas avoir l'info. Elle est partout. Par contre, d'aller chercher l'émotion positive, l'élan, l'espoir, l'autre, l'amour, ou des choses qui vont permettre aussi de sourire un peu. Bon, toi, tu partages tout ça avec le sourire. C'est moins évident parce que, entre autres, parmi ces militants, ces gilets jaunes, ils ont pris cher. Ils en ont payé pour certains. Je pense par exemple à comment il s'appelle parmi ceux qui ont été éborgnés, les mains coupées, etc. J'ai oublié le nom, pardon. Oui, je vois très bien de qui tu parles. Bref. Rodriguez. Voilà. Maxime, Jérôme. Oui, Jérôme Rodriguez. Ils ont pour certains payé le prix cher. Ah, mais bien sûr. Le prix fort. Et on le voit dans le film, d'ailleurs. Et c'est difficile de garder le sourire et d'avoir la foi et l'amour au bout des lèvres après tout ça. Bien sûr, on est bien d'accord là-dessus. Je pense que c'est une lutte constante. Et mon mot de passe pour voir le film quand je l'envoie à des producteurs ou quoi, c'est amour et lutte. En fait, je pense que ça va ensemble et je pense que... Tout le monde a le mot de passe maintenant. Oui, c'est vrai. Tout va bien. Quoi faire maintenant pour aller regarder le film. Mais je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et moi, c'est ce que je suis en train d'apprendre en tant que jeune réalisatrice, militante, on peut dire ça. C'est qu'il ne faut pas se brûler les ailes trop tôt. C'est un marathon. C'est pas un sprint, c'est vrai. Il y en a qui veulent le grand soir demain. Et ça n'arrive pas, et on s'épuise, et ça crée beaucoup de tension et de frustration, alors que c'est un parcours de longue haleine.
Absolument. Ouais. Et je pense que tu le sais mieux que moi. Donc, il faut planter des graines, il faut pas être trop impatient, il faut être à l'écoute, je pense, mettre beaucoup d'amour et il faut lutter pour la vérité, pour la justice, je crois, à notre échelle, avec nos propres outils. Et voilà, moi, j'ai beaucoup d'espoir. C'est très dur d'avoir de l'espoir aujourd'hui, je crois. C'est- Vraiment très dur. C'est très dur de voir l'avenir. Tout est très flou. Puis on nous baigne constamment, même ceux qui ont compris ce qui se passe, l'envers du décor, mais on nous fait baigner dans les choses anxiogènes en permanence. C'est difficile. Et si on imagine ceux qui n'ont pas vraiment compris le monde dans lequel ils sont, c'est encore pire, parce qu'il y a aussi toute l'ignorance et l'incompréhension C'est clair. de l'époque. C'est clair. Et c'est très compliqué Donc, de le comprendre et de. Toi, qu'est-ce qui te fait garder cet espoir, ce sourire? C'est quoi, une sorte de foi intérieure, l'idée une conviction que tout va s'arranger? J'ai pas le sourire tous les jours. Ouais. Bah, c'est normal. Mais ce film m'a fait beaucoup de bien en réalité parce que j'ai rencontré les Français, j'ai rencontré des gens que j'aimais, que je ne connaissais pas et que j'aimais. Et ça me donne beaucoup d'espoir. Les gens me donnent beaucoup d'espoir. Je sais pas trop d'où ça vient. Se mettre en action, ça aide beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pour ça, souvent, je parlais avec Philippe Bobola, souvent, qu'on a reçu nombreuses fois au micro de Nexus, sur l'inhibition de l'action. Tout est fait pour nous inhiber dans nos actions, laisser figer dans ce monde anxiogène. Et justement, il n'y a pas pire sur le cerveau que de rester inactif dans une situation de stress. C'est clair. Et tout est fait pour qu'on le reste. Donc, se mettre en mouvement comme tu as fait sur ce film faut. ou d'autres, faites-le si vous voulez vraiment faire quelque chose. C'est la première des étapes, c'est mettez-vous en mouvement. Ouais. Que ce soit sur un film, une association, un réseau quelconque, autour de vous, peu importe. Absolument. Et après, quand on se met en mouvement, il faut aller se connecter aux autres et se mutualiser. Là, je vois plein de mouvements citoyens, de partis politiques citoyens qui sont en train de se mettre en place et qui d'ailleurs aimeraient m'aider pour le film, etc. Ça se construit dans leur coin. À un moment, il va falloir se réunir parce qu'on va tous dans la même direction. Et alors, on peut avoir des désaccords, mais pour revenir un peu à Étienne Chouard, on est dans une prison politique, donc autant on se fédère et après on mettra de la conflictualité plus tard, quoi. Ouais, d'abord sortir, s'aimer et... On aura le temps de débattre sur l'orientation du pays. Absolument. Et on pourra le faire, surtout. C'est vrai qu'on reste d'abord dans la prison, les gens restent à discutailler dans leur univers carcéral. Et on va recevoir après Étienne, juste après cet entretien qui est enregistré, mais en direct, juste après, pour un énième atelier constituant, pour reparler de comment on se met en mouvement, on construit cette conscience politique, on prend conscience que l'idée, c'est pas d'être d'accord, c'est d'abord de se fédérer pour sortir de cette incarcération. Et après, on verra pour discuter avec les royalistes, les gauchistes, les mecs de droite, les mecs de... Très bien, on pourra le faire, très bien. Mais faut juste sortir de cette prison-là. C'est plus possible. Alors, comment ceux qui nous écoutent, peuvent voir le film, 2, peuvent avoir accès aux prochaines projections débat que tu pourrais faire, et 3, t'aider? Alors, vous pouvez m'aider, les amis, en venant en projection, pardon. Alors, comment on a encore des projections de prévues, on est sur la fin. Alors, il y en a en Vendée, il y en a qui se prévoient pour septembre. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet qui s'appelle fenwicklefilm.fr. D'accord. Donc il y a tout dessus. On mettra le lien. Ouais. Et vous pouvez faire un don aussi parce que le film, on n'a pas encore couvert tous les frais de tournage. Ouais. Donc on a ouvert un compte Tipeee sur lequel on peut recevoir de l'argent. Et puis, à vrai dire, nous suivre sur les réseaux sociaux, ça nous permet de gagner en crédibilité. Donc sur Facebook, il faut me suivre, Léna Ishkanian. Donc c'est très compliqué à orthographier, mais voilà, vous pouvez trouver comme ça assez facile. On mettra le lien sur ces réseaux, Instagram, j'imagine. Sur Instagram, exactement. Et puis en parler aux assos, aux collectifs. Et puis moi, j'aimerais que le film vive sans moi maintenant parce que je me déplaçais à chaque projection. Là, je pense que j'ai envie que les gens s'en saisissent. Et puis le film sera disponible sur YouTube, sûrement courant septembre-octobre quand on aura trouvé un diffuseur. Pour l'instant, il n'est pas accessible en dehors des projections. Absolument. Voilà, faut venir nous voir.
Bah, c'est bien, ça remet un peu de réel dans tout ça. Ouais, nous rencontrer. Et j'espère, tu vois, je me dis, il faudrait qu'on puisse le diffuser au Festival Nexus. Mais grave, avec grand c'était ma plaisir. prochaine, je me disais, j'allais t'en parler après. Oui, donc ça, voilà, on annonce presque officiellement, mais ce serait bien, on va trouver une solution pour le projeter et puis qu'il y ait peut-être un petit débat aussi juste après, recréer ces échanges-là à l'occasion de ce festival. Moi, je trouverais ça bien de le faire vivre là aussi, donc tu seras la bienvenue. On discutera des Avec modalités, plaisir, ce sera trop bien. mais voilà, ce sera aussi une petite façon d'aider ce film à vivre aussi sa vie et à continuer de faire vivre aussi cette idée qui s'est un peu éteinte, mais pas tant que ça, parce que tu disais que les réseaux Gilets jaunes se sont réactivés assez vite, ils sont toujours là. Ils sont sur le qui-vive. C'est sûr qu'on attend la bonne occasion pour les revoir, parce que nous tous, en tant que Français, on a envie aussi que les choses changent drastiquement avec ce qui se passe. Les gens, je ne sais même pas comment ils vivent, avec l'essence à 2,50, 2,40. Tout le reste. Il sert la ceinture et on sert, et après, voilà. Ouais, après, tant qu'il reste un petit peu dans le frigo, c'est sûr que ça aide aussi les gens à tenir, mais pas pour longtemps quand même. Non, c'est qu'une question de temps, à mon avis. Donc d'où l'intérêt de remettre la lumière sur ces choses-là, de aussi recréer un peu ces réseaux, parce que ils peuvent, en tout cas les pouvoirs peuvent être totalitaires, mais ils peuvent pas enlever le lien, ils peuvent pas enlever les réseaux qui se créent. C'est clair. Et c'est ce qui restera quand il ne restera plus rien. C'est clair, on est bien d'accord. Donc finalement, ce film est une aubaine, et bravo à toi, parce que à cet âge-là déjà, c'est exceptionnel de réaliser ça. Vraiment, c'est un film de très bonne qualité. Le dossier de presse est de très bonne qualité. Tu as recueilli des témoignages, mais pas que des têtes d'affiche. Tu as vraiment fait le boulot pour donner la parole à un plus grand nombre et d'avoir une trame intéressante. Donc, j'espère que ceux qui peuvent aller le voir iront le voir dans ces projections. Donc, pour retrouver les prochaines dates, donc c'est fenwicklefilm.fr. On mettra évidemment le lien dans la description avec tous les réseaux. Et puis, ceux qui seront au festival, évidemment, pourront, j'espère, profiter de cette projection. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot, Léna ? Non, merci beaucoup. Et amour et lutte, et on continue la route. Je valide. Merci à toi d'être venu jusqu'au micro de Nexus. Merci pour ce film. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Retrouvez fenwicklefilm.fr et Nexus évidemment en kiosque et sur nexus.fr. Et vous pouvez retrouver la billetterie, le lien est dans la description pour nous rejoindre les 27 et 28 juin prochains. Léna, merci infiniment. Merci. À très bientôt, j'espère, pour le festival. Et puis longue vie à ce film Fenwick. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Très bonne soirée. À bientôt.